Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite, ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture, le sport, avec un point commun, le Berry. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir Pascale Abramovici, artiste peintre. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Pascale a toujours dessiné. Elle quitte le cursus scolaire après la 3e pour faire une école parisienne de peinture, l'Académie Charpentier, pendant 2 ans. Puis Pascale passe un CAP d'esthétique pour un projet familial. Et c'est la spécialisation maquillage qui sera une porte de sortie pour travailler pour la télé ou le théâtre. Elle continue sur sa lancée artistique en s'essayant au body painting, en vogue dans les années 80. Puis c'est la vie quotidienne qui reprend le dessus, loin des domaines artistiques. Le dessin et la sculpture reviendront avec le retour de Pascale à Châteauroux, puis la première expo de dessin, les premiers ateliers pour transmettre sa passion et sa technique. Je remercie Pascale car c'est toujours difficile pour une artiste d'évoquer et d'expliquer son travail, ce qu'elle a fait avec beaucoup de gentillesse, de retenue et de franchise. On a parlé de création, de technique, de regard, d'autruche, mais aussi de Gustav Klimt, de Jan Pemming, sans oublier le Berry. Allez, je vous embarque à la découverte de Pascale Abramovici, une peintre toujours dans le clair-obscur. Goodberry, c'est parti. Bonjour Pascale. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir. Ça me fait plutôt plaisir parce que j'aime beaucoup la peinture. Quel est le thème du dernier tableau que vous avez terminé ? Terminé. Oui. Terminé, c'était un chimpanzé. C'était une commande, donc un chimpanzé en costume avec les apparats de la personne à qui la toile était destinée. Quand vous dites c'est une commande, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous appellent ? Qui me demandent en fait alors ça peut être leur portrait. Enfin, moi j'ai ma production personnelle où effectivement maintenant les gens qui connaissent un tout petit peu mon travail, les animaux ressortent de ma production, on va dire. Enfin, c'est peut-être ce qui est le plus connu entre guillemets. Hein. Et donc, mais ça peut être aussi faire une peinture, un tableau de sa maison ou un bouquet de fleurs. Enfin, il y a pas. Je peux travailler sur n'importe quel thème aussi. Mais donc là, quand je vous dis la dernière commande, vous me posez la question de savoir quelle était la dernière toile réalisée. C'était pour quelqu'un à qui on a décidé d'offrir un tableau qui est censé le représenter évidemment. C'est parfois, je pense que il y a peut-être des gens qui peuvent se dire bizarre de représenter un tel ou un tel en autruche ou en chimpanzé, mais c'est pas du tout. Enfin, je me moque pas et je pense pas que les gens qui offrent ces toiles, il n'y a pas de sens du tout péjoratif effectivement. C'est toujours, moi j'adore, c'est ma famille, mes animaux. Moi je les aime et il y a rien de négatif dans ce que je représente. Mmh. Sur les animaux, il y a beaucoup d'autruches, de chimpanzés. Ouais. Oui. C'est des animaux de prédilection ? Quand j'ai commencé à faire des animaux, j'ai commencé par faire des éléphants. Vraiment, c'est plus un aspect graphique à chaque fois, c'est qu'une image m'a plu, une photo, puisque je travaille d'après photo. Donc l'image m'aura plu, la position ou la lumière. La lumière est vraiment quelque chose que je recherche, qui m'intéresse. La lumière et les ombres, le clair-obscur. Donc c'est... Voilà, j'ai commencé par donc ces éléphants, j'ai fait des zèbres et puis des singes et puis des autruches. Et puis petit à petit, ces autruches, elles se sont humanisées, on va dire, les singes aussi. Donc je les ai un peu transformés et pas laissés tellement à l'état naturel. Et voilà, c'est devenu des personnages. Ça a touché peut-être plus les gens. C'est aussi peut-être aussi plus caractéristique ou différent ou de ce qu'on peut trouver en peinture. C'est pas une peinture animalière classique, évidemment. Si c'est pas une commande, quand vous commencez un tableau, vous l'avez dans la tête ou sur un croquis ou c'est de l'inspiration pure ?
Alors, c'est vaguement dans ma tête, mais ça s'installe au fur et à mesure. Je fais pas de croquis préalable, donc je travaille, là, je commence juste, j'avais fait un fond hier qui est prêt, donc là, je commence juste à installer un petit dessin, et puis qui va s'affiner, et puis je vais attaquer la peinture à la suite. Donc c'est-à-dire que là, le tableau qui est à côté de nous, avec Oui. une autruche qui est Voilà, en prédéfinie, essence. vous savez pas encore comment elle va être habillée J'ai une ou... vague idée, si, ça va, j'ai une vague idée. Mais effectivement, c'est au moment où je pose les choses sur la toile, ça peut prendre forme plus d'un côté ou de l'autre et enfin, il n'y a rien de très, très défini. Quelle était la place de l'art quand vous étiez petite ? J'ai toujours dessiné et j'étais dans un environnement, ma mère et ma grand-mère maternelle dessinaient, peignaient un petit peu, de manière vraiment très personnelle, mais bon, je peux pas, il y avait pas de réelle direction artistique où on m'emmenait pas dans les musées ou voilà. Par contre, je gribouillais, ça c'est sûr. L'école m'intéressait pas tellement, ça c'est sûr, et voilà. Et je dessinais beaucoup en cours. Vous avez gardé des dessins de cette époque ? Enfin, non, sincèrement, non. Est-ce qu'il y avait des œuvres qui vous parlaient ou des artistes que vous aimez bien ? Alors, oui, à l'adolescence, j'ai souvenir, j'aimais bien Dali. Peut-être c'était un effet de mode, j'avais pas du tout, je peux pas dire. Après, j'ai quitté l'école quand même assez tôt, après la 3e, pour faire une école de peinture, justement. Bon, là, les choses se sont plus mises en place vraiment à ce moment-là. C'est une école qui s'appelle l'Académie Charpentier, qui existe toujours, qui est une école qui permet de former des architectes d'intérieur, mais aussi aujourd'hui, ça n'existe plus, mais il y avait une partie dessin publicitaire. Ça, c'est... Bon, il y avait du dessin, essentiellement du dessin, puis après, on choisissait la voie qui nous allait le mieux, et donc il y avait des cours d'histoire de l'art. Moi, j'ai fait 2 années dans cette école-là, et puis après, j'ai fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire ? Ma famille, mon père considérait que c'était pas vraiment un métier de faire du dessin. Moi-même, je savais pas trop ce que j'allais en faire, d'ailleurs. Ça me plaisait, mais pour en faire quoi professionnellement, je savais pas. Et donc, à ce moment-là, il y avait un projet d'ouverture en famille d'un institut de beauté. Donc, j'ai passé un CAP d'esthétique, rien à voir. Et l'esthétique m'a pas passionnée. Par contre, dans cette école que j'ai faite d'esthétique, il y avait une spécialisation maquillage. Et donc ça me plaisait bien. Donc ce que j'ai fait, en fait, à la sortie de cette école-là, j'ai fait du maquillage pour les télés ou les photographes ou le théâtre, voilà. Parce que je vivais, tant que j'ai vécu à Paris, et puis après j'ai rencontré un peintre sur corps. Alors on est quand même là, c'est années 84, 86, et c'était il y a eu une petite période comme ça de mode de body painting. Donc j'ai travaillé avec ce monsieur. On avait une équipe de maquilleurs et on se produisait pour des soirées privées, donc dans Paris souvent, au Palace, pareil, qui n'existe plus. On parle d'un monde révolu là en fin de compte. Donc il y a eu des soirées qui étaient assez extraordinaires visuellement. Voilà, et où on pouvait travailler aussi on a travaillé avec l'équipe de France de trampoline. Donc là, c'était spectaculaire, quoi, de peindre leur corps et que eux ensuite fassent leur show. Voilà. Donc du coup, c'était plutôt travail artistique là. Oui. Coup. Ouais. Là, j'étais déjà dans la peinture en fait. Ouais. Donc mieux que l'esthétique. Ah, mais je n'ai jamais fait en fait d'esthétique en fin de compte. Non. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école, l'école Charpentier ? Alors, on apprend le dessin, mais vraiment les bases. C'est-à-dire que les gens arrivent dans cette école, moi, depuis petite,
tous mes copains à l'école me disaient « Oh là 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 là, Pascal, elle dessine bien ». Là, on se retrouve dans une école où tout le monde dessine bien. Donc, on se rend compte que déjà, il y a une échelle de valeur qu'il faut remettre un petit peu, trouver son grade, hein, qui n'est pas forcément celui qu'on pensait ou qu'on nous avait laissé, auquel on nous avait laissé penser. Donc, on apprend les bases du dessin. Et le dessin, ça passe par le dessin d'objets, c'est-à-dire ça peut être une tasse, une épingle à linge, une boîte d'allumettes, le nu, le dessin académique, vraiment. Et puis la peinture, et puis aussi tout ce qui est la créativité. Donc ça, c'était plus pour ouvrir une porte à ceux qui allaient se diriger vers le dessin publicitaire, justement. Ouais. Mmh. Et puis aussi un petit peu d'architecture pour ceux qui seraient plus intéressés par l'architecture d'intérieur. Quelles étaient les matières pour vous qui étaient les plus compliquées ? Alors, il y avait de l'histoire de l'art. Et là, aujourd'hui, je regrette beaucoup de ne pas avoir été plus sensible à ça. Ouais. Donc, c'est ce qui me semblait le plus rébarbatif, en fait. Plus scolaire, en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on vous a donnés, dont vous vous souvenez et que vous utilisez encore? Ah, mais oui. Alors là, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Alors, quand j'ai commencé, moi, à animer des ateliers de peinture, en fin de compte, ces choses-là, ces conseils-là qui me sont revenus et que j'ai partagé avec les gens qui étaient autour de moi et qui demandaient conseil, en fait. Donc oui, bien sûr. Il y a un exemple Un exemple, c'est de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on dessine, avant toute chose, de ne pas chercher à faire ce qu'on ne voit pas. Alors, bien souvent, en fait, on est très appliqué, mais je pense que dans tout, quand on commence une activité, qu'on a envie de découvrir une matière, on a envie d'être bon. Mais on ne se rend pas compte toujours que ça passe par du travail. Et même si le dessin ou la peinture... Alors évidemment, c'est aujourd'hui les gens qui viennent à mes ateliers, ils ne veulent pas en faire une carrière ou un métier ou, à proprement dit, même si ils peuvent parfois vraiment pratiquer et de très belle manière. Mais en tout cas... Il ne faut pas perdre de vue que c'est aussi pour s'amuser. Et donc, en fin de compte, il y a cette partie de s'amuser, mais aussi, on a besoin de construction. Et c'est du travail, en fin de compte, pour réussir à être à l'aise après et puis faire ce qu'on veut. Enfin, parfois, les gens arrivent en se disant, moi, j'ai pas envie de savoir dessiner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de peindre ou c'est la couleur ou machin. Et d'ailleurs, ça peut se comprendre. Alors moi, encore une fois, je suis pas là pour dire... je suis pas une maîtresse d'école non plus. Après, tout dépend ce vers quoi on veut aller. Je pense qu'on a besoin d'un minimum de structure dans l'apprentissage pour pouvoir s'en dégager après. Certainement comme la musique. Je suis pas musicienne, mais... Vous avez eu des mentors? Alors à l'école, au collège, ouais. Il y avait mon professeur de dessin, c'était peut-être en 6e, 5e, je ne sais pas. Donc là, à ce moment-là, je vivais à Châteauroux, ce qui n'a pas été toujours le cas, mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais à Châteauroux. Et donc, il y avait un monsieur Péchera, qui est assez connu d'ailleurs dans la ville. Il a été il a fait beaucoup pour la protection des cordeliers, par exemple. C'était un monsieur qui est décédé, je pense, il y a peut-être 5 ans, Et ce monsieur dessinait vraiment. Donc j'assistais à ses cours à l'école de manière... c'était très succinct, comme on le fait au collège. Mais c'était un vrai bonheur pour moi. Il avait une élégance en dehors du fait de ce qu'il savait faire avec son crayon. Vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup ce monsieur. Oui. J'étais admirative de ce qu'il était, oui. Ouais. Et entre le moment de cette période de peinture et la peinture d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre approche? Tout.
ma vie en fait, parce que je pense alors effectivement, l'école, on va dans une école pour apprendre et puis ensuite, il faut se construire soi-même dans ce registre, enfin trouver son registre. Donc moi je suis sortie d'une école, en plus j'ai pas du coup pratiqué tout de suite, hein, parce que j'ai fait complètement autre chose, même si je suis revenue un petit peu à la peinture, c'était quand même un peu artistique, le maquillage. Et puis en fait, ça c'était au moment où dans une période où je vivais à Paris. Après j'ai quitté Paris pour des raisons familiales, personnelles, et puis là j'ai fait un travail très classique, on va dire. Je vivais à Bordeaux, donc là, on pense plus ni au maquillage, ni à la peinture, ni à rien. Je travaillais dans un magasin de photocopie. D'accord. Et de papeterie, donc rien à voir. Et puis, je suis revenue en fait à la peinture, enfin au dessin, bien 10 ans après avoir quitté l'école de peinture. Et en revenant à Châteauroux, un peu par hasard aussi, les aléas de la vie. Et donc là, moi, j'avais toujours eu envie de faire de la sculpture. J'ai pu accéder à une formation via le CERP. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plus le CERP, c'était le Centre européen de restauration du patrimoine. Aujourd'hui, ça doit être le Forêt-Pab qui se trouve à La Châtre. Donc c'est une école qui permet de former des tailleurs de pierre, mais aussi des sculpteurs sur pierre. D'accord. Donc moi j'avais pris cette option-là, donc c'était plus la sculpture d'ornementation. Et pour la sculpture d'ornementation, on va dessiner pas mal parce que il faut pouvoir être sur site. S'il y a une partie qui a été endommagée, se référer à ce qui ce qui existe encore pour combler. Enfin bon, donc il y avait une partie de dessin. Et en fin de compte, à ce moment-là, les professeurs que j'avais à l'école m'avaient engagé à reprendre les crayons, à continuer et à faire une première exposition en 99, je pense. Alors l'école, elle était à ce moment-là à Châteauroux. Elle était aujourd'hui où se trouvent les bâtiments de l'espace Mendes France, là D'accord, vers voilà. Des bâtiments, c'était une ancienne caserne en fait qui a été détruite et donc l'école a été transférée à La Châtre aujourd'hui, mais à ce moment-là, moi j'étais sur Châteauroux. Et exposition, oui, c'était dans un restaurant chez un ami à Châteauroux. C'était le bistrot gourmand. Donc à ce moment-là, je faisais que des dessins et c'était du nu. Beaucoup de nus à la sanguine. Donc voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais pour revenir à votre question du début, c'est la vie qui transforme aussi. Donc voilà, j'avais fait cette école, j'ai fait toute autre chose. Je pense que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et quand on reprend, enfin moi en tout cas, quand j'ai repris d'abord mes crayons, parce que je peignais pas du tout au départ, c'était vraiment le dessin qui me passionnait, enfin qui m'intéressait. Et petit à petit, en fait, avec cette première exposition, j'ai rencontré des gens et on m'a demandé d'animer un premier atelier. Et j'ai presque envie de dire que j'ai appris avec les gens qui sont venus me trouver dans cet atelier parce que le dessin, au bout d'un moment, ça n'a pas suffi. Et qu'il y avait des personnes qui avaient envie de travailler la couleur, la peinture. Et donc là, moi, j'ai avancé avec eux dans ce sens-là, mais c'était pas du tout mon activité du moment, la peinture. Donc j'ai évolué avec eux. Et les sujets ont évolué aussi. Et voilà. Et quand vous dites à la sanguine, c'est quoi ? Sanguine, c'est un crayon rouge. Plutôt rouge-orangé. C'est un crayon un petit peu comme un fusain, le fusain étant noir et poudreux. Là, c'est pas une craie, contrairement au fusain qui est plutôt... C'est un bâton de charbon, en fin de compte, le fusain, hein, grosso modo. Et la sanguine, c'est un crayon voilà, qui donne... Dans la texture, c'est un petit peu épais,
beaucoup plus qu'un crayon de papier, par exemple. C'est assez doux dans les tons et c'est vrai que c'est très classique dans les représentations. Souvent, les peintres de Vinci, enfin, c'était des techniques qui sont moins... Alors, ça s'utilise toujours, hein, mais ça a une connotation assez classique. Mais j'étais assez classique dans ma représentation et ma technique. Et quand on expose pour la première fois, quel est le sentiment ? Moi, c'est très compliqué, même encore aujourd'hui, parce que je suis pas du tout... Enfin, là, on est en tête à tête, alors, puis vous êtes chez moi, sur mon territoire. Hein. C'est facile. Voilà, c'est facile. Mais c'est pas du tout facile, sinon. Non. C'est toujours difficile, et puis au moment où, voilà, les gens commencent à venir, à me parler, puis après, je me rends pas compte du temps qui passe, et des conversations, et ça s'enchaîne, et ça se fait très bien. Mais quand on n'est pas forcément bon orateur, ou en tout cas, moi, il y a des gens j'ai des amis, enfin, j'ai un ami, par exemple, artiste, sculpteur, je suis ébahie, il trouve toujours quelque chose à dire, et une histoire, une anecdote, et ça dure des heures. Ça, c'est des choses que moi, je peux pas faire. Quels sont les mots que vous entendez le plus quand les gens vous parlent de vos peintures ? Le regard. C'est souvent le regard qui interpelle. Sinon, oui, les gens sont assez sensibles ou trouvent une sensibilité particulière dans le regard. Et après, quand est-ce que vous décidez d'en vivre ? J'ai l'opportunité de faire une restauration. Donc, la personne qui m'avait proposé de faire des ateliers, qui avait mis à l'époque, donc moi, j'étais encore une fois dans un moment de ma vie où il fallait que je travaille comme tout le monde, dans un travail classique. J'étais à ce moment-là seule avec 2 enfants, donc on ne se pose pas la question de savoir de quoi on rêve. Il faut voilà, faire sa vie et maintenir un cap. Donc, j'avais déjà fait cette école, cette formation-là avec le CERP, qui m'avait permis de rencontrer certaines personnes qui me disaient que oui, c'était pas mal de penser à avancer dans cette direction-là de dessin ou de peinture. On me propose des cours. Je rencontre une femme qui avait à l'époque une galerie de peinture sur Châteauroux qui n'existe plus aujourd'hui, qui était rue de la Bièvre, rue de Bièvre. Et elle me met à disposition un lieu chez elle, très gentiment, pour pouvoir accueillir une fois par semaine les gens qui souhaitent s'initier au dessin ou à la peinture. Cette femme étant mariée à un architecte, les rencontres font que je finis par avoir un marché sur une restauration de chapelle à Coin. Donc ça, c'était vraiment formidable. Et en sculpture ? Non. Là, c'était en peinture. Donc, cette chapelle, il y avait eu des infiltrations. Une grosse partie de la voûte avait été détériorée. Là, tout était à refaire. Mais en plus, c'était un chantier qui faisait que la chapelle dans sa totalité, hormis les décors peints, tout allait être refait. Donc, les sols, Donc là, j'ai travaillé pendant quelques semaines, voire mois, sur ce chantier. Ce qui m'a permis de gagner ma vie aussi d'une autre manière. Hein. Dans le même temps, le petit travail que j'avais, ça se passait. La société a fermé, donc... C'était un peu le moment où il fallait que je prenne des décisions. Dans ma vie personnelle, j'ai rencontré l'homme qui est mon mari aujourd'hui. Ça me permettait aussi d'être un petit peu épaulée et de franchir le pas pour ne plus faire que de la peinture. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à donner des cours, entre guillemets, à diriger des ateliers. Voilà, dans le privé. Et puis aussi, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé, mais les choses se sont faites vraiment
les unes, après les autres, ça s'est décanté tout d'un coup. Et donc j'ai mené des ateliers à la prison de Saint-Maur et au Craquelin, de manière aussi très régulière. Donc tout ça, c'était mon emploi du temps, voilà, de tous les jours. J'avais des cours à droite ou à gauche, et puis dans des municipalités aussi avec des enfants. Enfin voilà. Et ce travail à l'église de Coin, on peut toujours le retrouver? Oui, oui, bien sûr. Alors elle est pas ouverte, il faut demander les clés à la mairie, ou aller quand il y a une occasion, voilà. Une très jolie petite chapelle. Est-ce qu'on peint différemment quand on est professionnel? Je veux dire, est-ce qu'on peint plus vite? Est-ce qu'on a des objectifs de cadence de tableau? Je cherche pas à travailler vite, c'est que je sais où je vais. À partir du moment où je commence ma toile, je sais à peu près, même si le dessin n'est pas défini. J'ai conscience de travailler relativement vite, mais c'est pas un but en soi. Je cherche pas à travailler vite. Et puis tout dépend aussi du sujet, de la technique. La peinture à l'huile demande plus de temps, donc je travaillerai sur un même sujet, que je le traite à l'huile ou à la peinture acrylique. Le délai sera pas le même. J'ai vraiment une très très grande chance, c'est et je suis consciente que je fais quelque chose que j'aime, que j'ai presque zéro obligation. Alors évidemment, quand j'ai une commande, et puis parfois j'ai aussi envie de faire plaisir, et on me dit je vous appelle un petit peu tard, on est mardi, ce serait pour jeudi la semaine prochaine. Bon, si je suis à jour dans mon travail, j'essaierai de le faire, et en général j'y parviens. Et quand on devient professionnel, on a besoin de se faire connaître. Comment vous avez fait, vous, pour vous faire connaître? J'y travaille. Et puis là, voilà, c'est pas mon truc du tout. Donc, j'y travaille. Quand je vous dis que j'y travaille, je suis de très mauvaise foi, parce qu'en fin de compte, comme j'ai beaucoup de mal à me vendre, entre guillemets, c'est compliqué. Donc, là, je vois bien que dans ce tout petit rayon qu'est Châteauroux, il y a des gens qui connaissent mon travail et qui le suivent, mais je sais que je ne fais pas ce qu'il faudrait pour aller voir ailleurs si je m'y trouve, quoi. Mais c'est quoi? C'est un manque de temps? C'est un manque d'envie? Non, c'est un manque de confiance, je pense. Ouais. Enfin, de se dire... oui, c'est compliqué. Moi, je rêverais d'avoir quelqu'un qui se charge pour moi de proposer mon travail à droite et à gauche, et de le vendre, mais surtout que ce soit pas moi. Alors après, j'expose ailleurs qu'à Châteauroux, hein, mais bien souvent, même je peux dire tout le temps en fait, c'est toujours parce que ce sont des gens qui viennent me demander, me proposer, et que j'accepte toujours avec grand plaisir. Là, en ce moment, il y a une exposition à Bourges, au Parvis des Métiers, qui est vraiment magnifique. C'est un très bel endroit déjà. Puis vraiment, je me suis rendu compte en allant au vernissage de la qualité du travail des gens qui étaient exposés. C'est plutôt des artisans d'art. C'est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bon, voilà, alors là, on m'a proposé, je fais avec grand plaisir. J'ai travaillé pendant plusieurs années, et encore de temps en temps, avec une galerie qui se trouve à Chablis, et puis une autre à Auxerre. Mais ce sont des gens qui ont découvert mon travail et qui sont venus à moi. Et donc, je sais qu'ils aiment, en fait. Et bon, c'est évidemment beaucoup plus facile. Et ce qui vous gêne, c'est le fait de devoir se vendre? Oui, tout à fait. Oui, non, mais tout à fait, d'aller dire, voilà, oui, ça c'est très compliqué pour moi, ouais. De présenter mon travail en disant, je pense que c'est moi qu'il vous faut, c'est difficile. Hein. Vous vous souvenez de la première vente? Oui, et c'était à cette première exposition là, au Bistrot Gourmand, donc, et ça a été formidable, parce que ça rassure évidemment. Ouais. Première expo, première vente le soir du vernissage, même plusieurs ventes. Enfin,
C'était magique, hein. Ça vous a surpris? Franchement, oui. Oui. Oui, oui. Mais ça doit te donner de la confiance. Oui, mais Hein? tout à fait. Voilà, il y a des gens qui sont très à l'aise dans toutes les situations et qui sont suffisamment sûrs. Et aujourd'hui, on voit, moi, encore une fois, j'ai aucune formation vraiment à l'art, à l'histoire de l'art, à l'histoire des artistes. Par contre, je suis sensible à des choses que je vois, donc je suis là sur les réseaux des artistes, des peintres, des sculpteurs. C'est beaucoup de marketing ce qu'ils font ces gens-là, ce que je ne sais pas faire. Qu'est-ce que vous préférez? C'est débuter un tableau ou le terminer? Bon, alors vraiment, à chaque début, c'est une nouvelle histoire, donc c'est chouette. Et le terminer, ça veut dire que je suis vraiment dans le détail des petites touches ou retouches. Parfois, j'ai terminé une toile, mais elle reste dans mon atelier. Je la vois, je la regarde. Un jour, 2 jours, je passe à côté. Je me dis, tiens, j'ai envie il faut que je rechange. Ça peut encore évoluer sur des petites choses, hein, mais donc non, tout le cursus du début à la fin, c'est bien tout le temps. C'est pour ça que je suis très consciente d'avoir beaucoup de chance. Pendant combien de temps vous pouvez peindre? Je peux rester la journée sur une toile. Évidemment que je vais m'arrêter, me faire un café, le regarder ou passer. C'est bien aussi de s'arrêter, de le regarder. Ça, c'est un conseil aussi que je donne aux gens qui viennent travailler ici avec moi. Pour le retrouver avec un regard neuf, et comme ça, on voit tout de suite ce qu'on pourrait ajouter ou si parfois on a été trop loin dans tel ou tel... ce qui serait bon de corriger. Et en fait, quand on est dessus longtemps, parfois trop longtemps, on voit plus trop. Il faut garder un regard neuf. Et vous montrez vos toiles en cours? Je dis pas, je suis en train de faire ça, mais les gens qui viennent à l'atelier, vous voyez, c'est pas non plus très grand. Donc il y a 3 personnes qui viennent en plus de moi à chaque fois. Moi, en général, je suis dans le coin là-bas, et puis les gens s'installent ici. Donc, effectivement, ils voient ce que je fais au fur et à mesure. Alors, j'imagine que ça dépend du format aussi du tableau, mais en moyenne, un tableau comme celui-ci, avec l'autruche qui commence à être dessiné, combien de temps ça vous prend? Ça, c'est vraiment un problème chez tous les gens qui me posent... des questions, il y a toujours cette question-là et j'en sais rien. Par exemple, le format dont on parle, c'est une toile qui fait 74 cm par 55. On va dire une demi-journée. Ah oui. Donc peut-être 6 heures. Terminé. Oui. Après, ça peut être moins. Vraiment, ça dépend. Là, d'abord, le fond est déjà fait. Donc, il y a déjà eu un petit peu de travail préalable, hein, qui n'est pas le plus gros du travail, évidemment. Mais ensuite, ça dépend aussi de ce que je vais installer. Si elle est très chevelue, qu'elle a beaucoup de boucles, beaucoup de bijoux. Les bijoux dans les autruches que je fais, ou même les chimpanzés qui ont des montres. Ça, c'est ce qui va être le plus long, en fin de compte, à réaliser. Voilà, ce genre de détails-là. Voilà, puis le vêtement, si c'est... ça dépend du sujet. Évidemment, plus il y a de détails, et plus ce sera long. Vous peignez dans le calme ou en musique? Musique, toujours, oui. Ou la radio, voilà, j'écoute des émissions. Ça peut être aussi très tranquille dans ces cas-là. Un style de musique que vous aimez bien? Alors là, ça passe du classique à la musique californienne. J'aime bien, ça met de bonne humeur. Ça peut être aussi... Alors, je suis un petit peu initiée au rap
parce que mon fils travaille produit et donc je connais son travail et puis je découvre aussi un petit peu avec lui. Donc il y a aussi c'est vraiment très éclectique. Ça dépend de l'humeur, hein, vraiment beaucoup. Pour revenir donc à un sujet qui est moins facile, mais la vente des tableaux. Mm-hmm. Comment vous définissez les prix des tableaux ? Alors c'est plus au format. Et puis aussi en regardant un petit peu autour de moi. Alors maintenant, je me permets, je pense que je commence à augmenter un petit peu mes tarifs, mais tout en restant très raisonnable quand je vois ce qui se pratique. Alors, moi, j'ai des amis qui vivent toujours sur Paris, qui trouvent ridicules les prix que je pratique. Après, moi, j'ai envie aussi de vendre. C'est bon pour mon moral. Et puis, c'est chouette aussi de partager. Ça veut dire que je partage quand même quelque chose avec quelqu'un qui que ça a touché et qui a envie d'avoir une œuvre. Et c'est pas un truc qu'on achète à Maison du Monde ou voilà. Et donc, moi, je préfère pouvoir fonctionner comme ça. Et concrètement, où est-ce qu'on peut retrouver les œuvres ? Alors là, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Alors, parce que j'avais un atelier rue Grande que j'ai laissé avec suite à toute l'année qu'on vient de passer et la diminution d'activité dans mes ateliers, évidemment. Donc là, c'était un atelier qui me permettait de recevoir les gens qui viennent pour peindre ou pour dessiner, mais il y avait quand même une petite vitrine. Donc ça, je ne l'ai plus. Actuellement, il y a 2 toiles, de très grandes toiles, parce que j'ai un ami qui a un local rue Victor Hugo. En attendant qu'il ait trouvé quelqu'un qui s'installe, et il m'a permis de mettre des toiles ici, très gentiment. Sinon, il y a au domaine de Chaillauroy à Busançay, donc c'est une maison d'hôtes, très belle maison d'hôtes qui expose mes toiles déjà depuis bientôt 1 an. Voilà, mais même si on ne loue pas l'espace, la propriétaire ouvre ses portes. Mais il n'y a pas de site internet, par exemple, où on pourrait retrouver Non. les œuvres. Et c'est une volonté ou Non, ça c'est aussi parce que j'avais un site qui a été fait il y a 15 ans, qui est tombé un peu dans l'oubli, où je ne sais même pas trop comment ça s'est fait en fait. Je pense que le nom de domaine a dû tomber, enfin bon bref, donc il est invisible aujourd'hui. Et puis il y a Facebook, donc dès que j'ai fini une peinture, c'est sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Et c'est sur ces réseaux que les gens vous contactent ? Alors oui, en général, les gens que je ne connais pas, oui, c'est vrai que ça se fait comme ça. Les renseignements, les premiers contacts peuvent être comme ça. Et puis, ou sinon, c'est dans un restaurant. Ou alors aujourd'hui, voilà, c'est aussi, j'avais quelques adresses où il y avait des toiles, ce qui n'est plus le cas, mais là, ça va revenir parce on m'a sollicité sur 2 adresses à Châteauroux. Donc, on verra. Ça, c'est en général étonnamment. Enfin, moi, je trouve ça étonnant parce que j'y croyais pas du tout, mais c'est un bon vecteur aussi. Je les avais vus aux cuisines de Ryan, moi. Alors là, voilà, c'est assez récent. Depuis le mois d'avril, oui, Ryan m'avait demandé. Il y a Jeu de goût, je crois aussi. Alors, Jeu de goût, j'ai exposé pendant peut-être 1 ou 2 années, enfin, pas d'affilée, mais oui. Très, très belle adresse aussi. Oui, je suis d'accord. Pour revenir au cours c'est des cours de peinture ou des cours de dessin, peinture, modelage. On peut faire les 3. De l'argile aussi, oui. Qu'est-ce que les gens viennent trouver ? C'est difficile à dire parce que chaque cas est différent. Donc, il y a des gens qui ont envie d'apprendre. Une technique ? Alors, une technique. Moi, j'engage toujours à pas rester sur une technique, mais en tout cas, effectivement, commencer par une petite base de dessin
Et après, essayer la peinture, que ce soit la peinture à l'huile, la peinture acrylique, le pastel, ou, de s'essayer à plusieurs techniques. Et on se trouve toujours plus confortable ou visuellement, le résultat va nous plaire plus dans une ou une autre technique. Parfois, il y a des gens qui arrivent en disant « Non, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire de l'huile ». Et puis, l'occasion se présente et en fin de compte, ce sera peut-être l'huile qui sera le médium qu'ils utiliseront. C'est aussi un moment de partage. Là, il y a des groupes maintenant, donc ça fait longtemps que je fais ces ateliers. Il y a une dame qui vient depuis le premier atelier, ça devait être en 99, qui vient toujours. Et donc, ça crée aussi des liens. Enfin, les gens se retrouvent ici. Il y en a pour qui c'est le point de ralliement de la semaine. On sait qu'on va retrouver telle et telle personne. Et concrètement, c'est des gens qui s'inscrivent pour l'année? En général, les gens viennent sur l'année. Parfois, il y a juste... mais c'est quand même exceptionnel. Il y a quelques cas où les gens viennent, par exemple, 4 fois, parce que c'est possible de venir... Enfin, il y a un système de cartes qui permet de faire 4 fois. Enfin, 4 cours, 12 cours, 24 cours, enfin... Mais c'est vraiment l'exception en général. Mais ça peut aussi, on peut tester 4 cours et puis que ça corresponde pas du tout, que moi je corresponde pas à ce que les gens recherchent. Il y a des enfants? Non, des ados parfois, mais en fait là je prends pas d'enfants parce que j'ai fait longtemps les enfants quand je travaillais avec les municipalités, donc les mercredis, les vacances scolaires. Là, le lieu s'y prête moins et donc je travaille plus qu'avec des adultes. Ouais. Quel est votre regard, vous, sur l'apprentissage du dessin au collège, par exemple? Alors aujourd'hui, je serais bien embêtée de savoir, j'ai aucune idée de ce que c'est aujourd'hui, oui. J'ai vu mes enfants quand même un petit peu, mais là, la dernière, elle a plus de 19 ans, donc... c'est plus, ça va dans l'état d'esprit des Beaux-Arts d'ailleurs. On travaille plus la créativité que le dessin ou la peinture à proprement dit. Enfin, les bases classiques, ça c'est quelque chose qui n'existe plus. En tout cas, dans ces structures, enfin dans ce cadre-là. Et moi, je trouve ça bien de pouvoir faire travailler le côté créatif de chacun. Après, je trouve toujours un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un minimum de base de construction. Voilà, mais bon. Sur tous les gens qui viennent apprendre, vous faites des expos, des choses comme ça? Alors, on n'en fait plus. Alors, on fait plus d'expositions communes. Par contre, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'atelier et qui, elles, décident d'exposer leur travail. Ouais, c'est chouette, voilà. Ça. Oui. Pour vous, c'est une fierté? Oh, non, parce que alors là, moi, j'y suis pour rien. Enfin, c'est chacun, selon l'envie des gens de se montrer ou pas. D'accord. Moi, je suis qu'un outil. En fait, j'essaie vraiment de mettre à la disposition de chacun. Parce que les gens qui viennent ici, il n'y a pas un sujet, une technique. Je veux dire, c'est à moi, je me mets à leur disposition pour aller vers leurs envies, leurs projets, pour réaliser, mener à bien ce que les gens ont envie de faire. Mais absolument pas, moi je les dirige pas vers tel ou tel sujet ou technique. Et encore moins, je les engage encore moins à faire ce que je fais. Enfin, c'est pas du tout l'idée. Il faut que chacun se réalise. Et donc voilà, moi je suis là pour les aider du mieux que je peux à aller à réussir ce qu'ils ont envie de réaliser. Est-ce que vous apprenez encore? Alors moi, j'apprends toujours, mais je pense que toujours dans tout, toute notre vie. Même dans la technique? Je pense qu'on peut toujours aussi. Oui, bien sûr, parce que je suis toujours quand même essentiellement dans la même technique, c'est-à-dire la peinture acrylique le plus souvent, même si j'aime aussi la peinture à l'huile.
En fait, mes 3 médiums favoris, c'est quand même en premier l'acrylique, mais pour des raisons techniques, de praticité, l'huile, mais selon le thème que j'aurai à faire. Si j'ai un portrait classique, c'est sûr que j'irai plus vers de la peinture à l'huile parce que ça permet d'avoir une finesse dans les fondus, enfin quelque chose de plus délicat, on va dire. Qui sera plus difficile à obtenir avec la peinture acrylique, et le modelage. Donc ça, le modelage, c'est l'argile, c'est aussi une technique que j'aime énormément, que j'utilise moins. Là, j'ai jamais de commande, par contre, en sculpture. C'est vraiment que pour moi. En tout cas, je m'accorde moins de temps pour faire de la sculpture. Enfin, on découvre tout le temps. Plus on pratique, plus on affine sa technique. Ça, c'est indéniable. Quelle est votre couleur préférée ? En ce moment, je dirais assez bleu. Mais globalement, il y a beaucoup de sombre. Mais c'est parce que j'aime le clair-obscur. En fait, ce que je vous disais au début, c'est que j'aime la lumière mais le côté où les choses apparaissent en sortant de l'obscurité, en fait. Ouais, d'accord. Il y a un peintre que vous aimez beaucoup ? On parlait de Dali quand vous étiez jeune, mais aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous dirais plus la même chose. Alors, j'aime beaucoup Klimt parce qu'il fait vibrer ses couleurs, le travail des ors et puis ses portraits. J'aime beaucoup l'esthétique qu'il y a dans ses tableaux, et puis aussi son histoire. Enfin, il était avant qu'il soit connu pour ses peintures justement de bourgeoises, un peu avec toutes ces enluminures. Il faisait aussi de la peinture décorative. Enfin, il a peint des bâtiments, des théâtres. Ça, c'était aussi. Enfin, je trouve que c'est très très beau ce qu'il arrivait à faire. Là, pendant les vacances, ça a été des vacances cet été très studieuses presque. En tout cas, j'ai découvert la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Et la famille Giacometti, où il n'y a pas que Alberto, d'artistes en fait. Il y avait un papa aussi qui était peintre, et puis un frère sculpteur et un cousin architecte. Et là, ils regroupent pendant l'été tout le travail justement de cette famille. Je trouve ça formidable. C'est très très inspirant. Dans les gens qui m'inspirent, alors là, je regrette vraiment beaucoup de ne pas avoir pu aller voir l'exposition, et j'aurai pas le temps parce que c'est jusqu'en septembre. À Avignon, c'est un peintre franco-chinois qui s'appelle Yan Peming, qui fait du portrait, et c'est quand même ce que j'aime le plus en fait. Il travaille qu'avec du noir et du blanc, de temps en temps un petit peu de rouge. C'est très grand format. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Vous avez d'autres centres d'intérêt ? Alors, je pratique rien d'autre. Je fais rien pour moi. Parfois, les gens qui viennent ici me disent bah oui, mais alors, c'est pas facile de trouver du temps. En fin de compte, moi, mon temps, je cherche pas ce que je vais faire. J'aurais adoré être musicienne. Ouais. C'est pas le cas. On peut apprendre, hein. Oui, mais bon, voilà, je j'ai pas encore franchi le pas. J'adorerais apprendre à jouer du piano. Bon, en tout cas, non, je fais rien en dehors de la peinture, mais je pense que ça me comble. J'ai pas besoin d'aller chercher à faire des promenades en forêt ou je sais pas. Quel conseil vous donneriez à un jeune homme ou une jeune fille qui a un talent et qui voudrait en faire son métier ? Alors, si la personne croit qu'elle a un talent, déjà, c'est gagné, si elle y croit elle-même. Donc, c'est ça, c'est de croire et de pratiquer. Pratiquer. Il y a une place pour en faire son métier. Je pense qu'on peut toujours, en ayant parfois quelques béquilles quand même, ça peut... C'est-à-dire ? C'est-à-dire vivre de sa production seul, c'est évidemment que c'est possible, mais avant d'arriver à ça... Je pense qu'il faut quand même avoir quelques béquilles, comme peut-être faire des interventions dans des structures municipales. C'est un très bon
très bon biais ou parallèle en tout cas. D'accord. Le podcast s'appelle Goodberry. Quel est selon vous l'endroit que vous préférez ici en Berry? Alors sans aucun doute Nohant, la maison de George Sand. Alors là c'est inexplicable, je peux pas vous dire. J'y vais tous les ans, au moins une fois par an. J'aime être, je sais pas, il y a une sorte d'intimité. Je ressens une sorte d'intimité, je sais pas, avec l'endroit où est George Sand. C'est le lieu, l'ensemble, et puis s'imaginer la vie de cette femme ici, à l'époque où elle a vécu, les gens qui ont traversé cette maison, enfin l'atmosphère vraiment de cette maison. Moi, je me projette complètement dans ce qu'a pu être ce décor, sa vie, cette ambiance. Ça me touche énormément, cet endroit. D'accord. Ben merci beaucoup Pascal pour cette discussion. Merci à vous. Très intéressant, j'ai adoré. Merci Pascal. Merci. Hello, merci de nous avoir suivis avec Pascal. Je mettrai sur Facebook les liens permettant de suivre son travail. Vous avez maintenant l'habitude, vous le savez, je vous demande de partager les épisodes sur Facebook ou de mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. C'est le seul moyen de contribuer à la notoriété du podcast et donc de notre territoire. Avant de vous quitter, je voudrais saluer les auditeurs de Malte, qui est un pays où Goodberry est écouté désormais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un invité très inspirant. D'ici là, portez-vous bien.